Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Impensable de nos jours, il fut un temps envisagé de construire un aéroport du côté du Prado. Il faut comprendre que nous sommes à la sortie de la Première Guerre mondiale et que l'envie bien naturelle de créer des liaisons aériennes se fait jour. Marseille devra tenir une place importante dans ce nouveau moyen de transport de par sa position géographique. Or, tout est à créer. Il n'existe que 2 lieux encore très imparfaits, comme une piste à Miramas et une au Pas de Lancier à Saint-Victoré. Pour ce qui est de Marseille, il y a bien des événements aériens en ce début de XXe siècle, avec quelques meetings qui ont lieu au parc Borély, mais autant dire que la piste est courte, et vu qu'on utilise la piste du champ de course, dangereux et inadapté pour voir l'aviation se développer. C'est en 1920 que décolle enfin un projet de ce que l'on nomme port aérien à l'époque, et ce sera à Marignane. Les municipalités de Marignane, Châteauneuf, les Martigues, Saint-Victoré et Vitrolles se mettent d'accord pour acheter des terrains afin de bâtir ce premier aéroport. À noter que la Chambre de commerce de Marseille participera pour un tiers aux dépenses. Le 29 octobre 1922, la gare aérienne de Marignane, 200 hectares avec un terrain de 800 mètres sur 1000 mètres, un bâtiment et 3 hangars, est inaugurée par un meeting aérien. Oui, mais voilà, ce n'est pas du goût de tout le monde. Certains trouvent Marignane trop éloignée de Marseille, et pour joindre Marseille par Marignane, il n'y a qu'une route étroite et déjà bien encombrée de 25 km. Ils veulent alors un aéroport pour les passagers à Marseille même. Ces personnes opposées à l'aéroport à Marignane sont des membres de l'Aéroclub de Provence et des industriels. À leur tête, on trouve Georges Oppermann, pilote militaire et membre de l'Aéroclub de Provence. Construire un aéroport dans la ville à cette époque n'est pas dingue. La ville est encore loin de s'être développée comme maintenant et des lieux sont encore en friche. Mais tout de même, le choix est réduit. La ville étant entourée de collines, comme nous l'avons vu dans l'épisode sur la topographie de Marseille. On imagine ce futur lieu dédié aux avions à Montfuron, dans le quartier de la Capelette, sur un terrain de 25 hectares qui sert de champ de manœuvre pour les militaires. Quand on voit le quartier de nos jours, on comprend combien l'image de la ville aurait été modifiée si ce projet avait eu lieu. Mais ce projet n'avait aucune chance d'aboutir. Au mieux, il n'y aurait qu'une piste de 500 mètres par 1000, cela aurait demandé des travaux importants comme la couverture de l'Uvonne, le tout dans une zone de Marseille qui s'industrialise avec des usines et les reliefs ne sont pas loin. Les jeunes compagnies aériennes s'y opposent. Mais le projet de voir un jour un aéroport de Marseille ne s'éteint pas pour autant. C'est même le début d'une bataille médiatique avec la création en septembre 1926 d'un comité aéronautique de la presse quotidienne technique de Marseille, avec comme fondateur l'agence Havas, le Petit Marseillais, le Sémaphore, le Radical, le Sport de Provence, le Soleil de Provence. Le projet va se déplacer alors vers les plages du Prado. L'Aéroclub de Provence va étudier les projets en ce sens. On imagine même un projet où l'on construit une digue depuis la Joliette jusqu'à l'île de Ratonneau pour créer des bassins pour l'hydraviation et l'aérodrome aurait été créé en aplanissant les îles du Frioul. Rien que ça. D'où à la fin des années 20, Charles Boiron, vice-président de l'Aéroclub, propose de construire cet aéroport en prolongeant le boulevard du Prado de 900 mètres et en remblayant la mer par destruction du Mont Rose en prolongement de l'hippodrome Borély. Ce même hippodrome étant transféré à Montfuron. Sacré projet, aux conséquences énormes, raser le Mont Rose, rien que ça, là encore, l'aspect de Marseille serait fortement modifié. Le projet donnerait lieu à une surface de 82 hectares pour les avions et de 120 hectares pour les hydravions. Pas moins de 10 ans de travaux sont prévus. Nous sommes en plein lobbying. La Chambre de commerce va alors mettre en place 4 commissions chargées d'étudier les projets d'aérodrome près du Prado, de construire un autostrade ou un métropolitain vers Marignane, ainsi que l'amélioration de la route existante. La Chambre de commerce et la municipalité de Marseille attribuèrent en 1928 des crédits d'études à la Société d'équipement des voies ferrées et grands réseaux électriques pour une évaluation technique et financière. Le conseil municipal de Marseille va voter à la quasi-unanimité un vœu demandant la création d'un aéroport dans leur ville. En septembre 1928, M. Fernand Buisson, député des Bouches-du-Rhône et président de la Chambre des députés, va accepter la présidence d'un comité économique de défense des intérêts aéronautiques de Marseille, dont le vice-président sera le Dr Flessière, sénateur et maire de Marseille. Une forte opposition au projet existe tout de même, certains pour leur intérêt personnel, beaucoup pour la destruction et les conséquences sur l'aspect du littoral modifié. On touche à la Corniche, aux plages du Prado, aux collines du Sud, aux îles, à la Pointe-Rouge, au parc Borély.
Cette opposition fera faiblir le projet d'aéroport au Prado-Plage et le 3 janvier 1934, la Chambre de commerce mettra fin à l'histoire en donnant concession à Marignane du développement du trafic aérien de cet aéroport sur les bords de l'étang de Berre. Pour les Marseillais, il faudra donc se déplacer jusqu'à Marignane pour prendre l'avion. Avouez que ce n'est pas plus mal. Pour en savoir plus sur cette histoire, je vous propose de voir deux journaux. Un qui était manifestement en faveur de ce projet, et l'autre donc opposé, en tout cas qui donnait la place aux opposants au projet. Donc on va commencer par le petit journal du 11 mars 1930, avec comme titre Marseille, grand port maritime, sera-t-il notre premier port aérien? Il faut pour cela construire une plateforme de 1200 mètres de côté et une digue puissante pour résister aux lames. Marseille, le plus grand port maritime français, sera-t-il le premier port aérien vraiment digne de ce nom? La réponse à cette question, seul désormais le ministre des Finances peut la donner. De lui seul, en effet, dépend maintenant l'acceptation ou le rejet du projet à l'étude dans les bureaux de la rue de Rivoli, étude longue d'une minutie nécessaire, car il s'agit de rien de moins que de 200 millions. 200 millions, qu'est-ce que cela comparé à la valeur actuelle du port maritime, 10 milliards? Il n'empêche que 200 millions, c'est une somme que l'on ne peut engager à la légère. 200 millions pour créer un port aérien, même à Marseille, cela peut paraître énorme. Quelque peu empreint d'esprit marseillais, et pourtant, ne s'agit-il pas d'établir dans la ville même, peut-on dire une véritable gare aérienne, à la fois terrestre et maritime, où avions et hydravions pourront venir se poser, amenant directement leurs passagers à quelques minutes de la Canebière. Pour Paris, ce serait le bois de Boulogne transformé en aéroport. Premier pas fait vers un avenir proche ou lointain, qui peut encore le dire, où les machines volantes, comme dans certains films cinématographiques, circulant presque dans les rues, ainsi que de vulgaires taxis, atterriront sur les toits des maisons. Pour réaliser cet aéroport, que faut-il? Construire en pleine mer une plateforme de 1200 mètres de côté, une digue puissante qui, partant des abords du Prado, s'incurverait vers la Pointe Rouge et pouvant résister aux plus fortes lames, protégerait à la fois la plateforme pour les appareils terrestres et les bassins des hydravions, constituant un plan d'eau d'environ 240 hectares, soit à peu près le double de la plateforme. Et ceci est un programme minimum, assure M. Charles Boiron, vice-président de l'Aéroclub de Provence, auteur du projet pour l'adoption duquel il lutte depuis des années. C'est que M. Boiron veut absolument voir grand et loin. Il regarde l'avenir en face et n'hésite pas à affirmer. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans au plus tard, Marseille sera le point de jonction d'innombrables lignes aériennes, des centaines d'avions y arriveront, des centaines d'hydravions en partiront chaque jour. Et il poursuit. Qu'avons-nous pour les recevoir? Marignane. L'aéroport actuel a la bonne heure. Parlons-en de Marignane. Que diriez-vous les Parisiens si votre gare de Lyon était à Melun ou Fontainebleau? 50 km à faire en taxi avant de trouver le chemin de fer. Dans ces conditions, le prendriez-vous souvent le train? Bien mieux encore, si votre garage était à 30 km de votre domicile, vous servirez-vous souvent de votre auto? Eh bien, c'est le cas pour les Marseillais, avec leur aérodrome Marignane, soit à 35 km de la Canebière. Résultat, personne ne prend l'avion parce que pour aller de l'Opéra au Bourget et de Marignane au Cours-Belzunce, il faut plus de temps que pour franchir la distance Bourget-Marignane. Coût 216 millions de déficit annuel pour les compagnies françaises de navigation aérienne. 216 millions de déficit que l'État rembourse, que les contribuables paient. 200 millions pour créer le port aérien de Marseille, mais c'est pour rien. Ce ne sont pas 200 millions que l'État devra inscrire à son budget pour les aéroports, mais beaucoup plus. Encore une fois, nous sommes à la veille de voir fonctionner des lignes aériennes qui sillonneront le monde en tous sens. Nous sommes à la veille de voir évoluer des paquebots aériens qui transporteront des centaines de voyageurs. Nous sommes à la veille, à l'aurore, de l'aviation touristique où l'on prendra son petit avion pour aller déjeuner à la campagne. Eh bien, si on veut véritablement que cela se réalise, si l'on ne veut pas voir les avions étrangers fuir les villes françaises comme des endroits pestiférés, il est urgent de créer des aéroports où avions et hydravions de tout tonnage pourront venir se poser, où les navires aériens pourront trouver un abri. Les navires aériens? Mais oui, les navires aériens. L'Allemagne ne possède-t-elle pas déjà, dans son docks, à 72 passagers et 3 tonnes de frais? J'espère que nous aurons bientôt le nôtre à 200 voyageurs et 10 tonnes de colis, mais même si nous ne l'avons pas, même si nous ne rattrapons pas le retard, ce qui serait navrant, nous pourrons toujours acheter ces navires à l'étranger. Nous ne pourrons pas, par contre, lui demander de nous vendre des aéroports.
Enfin, si nous voulons développer l'aviation touristique, il faut que les aérodromes soient dans les villes ou presque, et non à 35 km. Ce qui, je viens de vous le dire, est le cas de Marignane, qui n'a pas que cet inconvénient. S'il est en effet trop loin pour les avions, il est de plus impraticable pour les hydravions. L'étang de Berre et celui de Veynes, en bordure desquels est l'aérodrome, sont comme tous les étangs de la région. Ils se comblent très vite. Leur fond monte de 2 mètres par siècle, or les étangs de Berre et de Veynes ont actuellement 2 mètres d'eau, ce qui revient à dire qu'ils sont d'ores et déjà inutilisables et que dans 100 ans, ils n'existeront plus. Alors, où doivent aller les hydravions? Et si, M. Boiron, de démontrer que la solution du problème la plus pratique, la plus prévoyante pour l'avenir, et aussi la plus économique, est justement d'établir en mer, au bout du Prado, cette merveilleuse promenade que l'on prolongerait d'autant. La plateforme de 1200 mètres de côté et la fameuse digue qui, tout en protégeant la plateforme, constituerait la clôture du bassin pour hydravions. Cette plateforme en ciment, en fer, nullement 9 millions de mètres cubes de terre et de pierres jetées en mer suffiront pour constituer le terre-plein dont aucune main-d'œuvre coûteuse et solidité en toute épreuve. Quant aux 200 millions, qu'on ne m'en parle pas, ils seront vite rattrapés rien que par la diminution du déficit d'exploitation des lignes aériennes qui, au lieu de perdre de l'argent, en gagneront dès que la sécurité des avions et la situation pratique des aérogares permettront au public d'emprunter ce mode de locomotion. Pour être complet, nous allons voir l'autre point de vue, donc avec un article du Figaro du 17 juillet 1929, intitulé La beauté de Marseille. Certaines lettres désolées qui nous viennent de Marseille appellent notre attention sur un projet qui désespère un grand nombre de Marseillais, mais qui est destiné, je pense, à en enrichir considérablement quelques autres. Ce projet consiste à créer un aéroport à la plage du Prado. Il est évident que les critiques qui s'attaquent à ce projet ne s'exercent que contre le choix de cet emplacement. La ministère de l'Air, qui a conçu l'idée initiale, étudiera de loin les divers endroits qu'on lui présentera. C'est à Marseille de fixer celui qui lui semblera préférable. Il en est un tout désigné par la nature et qui comporte de vastes espaces à proximité de l'aéroport déjà installé à Marignane. La plus sérieuse objection à faire à l'aéroport du Prado est d'ordre militaire. Il serait évidemment une cible facile à atteindre par sa position qui l'exposerait à tout un éventail de tirs directs, ce qui ne se présente pas avec la région de Marignane, infiniment mieux abritée. Ajoutons qu'en cas de guerre, c'est-à-dire dans le cas qu'il faut toujours examiner d'abord, car il est le plus certain, la création de cet aéroport du Prado aurait pour premier résultat d'attirer un bombardement immédiat et formidable sur toute une région populeuse qui serait effroyablement pilonnée. Qu'on ne dise pas que l'Allemagne est loin de la Méditerranée, il ne faut pas s'hypnotiser comme on le fait, sur l'idée que la prochaine guerre aura lieu avec elle. On ne sait jamais exactement quel sera son ennemi de demain. La leçon des derniers événements historiques est à ce point de vue fort significative et ne devrait pas être oubliée. Il y a aussi une objection esthétique, mais oserais-je la soulever en un temps où l'attrait de l'argent compte seul, et où les intellectuels et les artistes ont adopté pour prendre le goût américain, comme certains champagnes dont ils n'ont pas toujours l'agrément, le point de vue de la machine. Je me souviens d'avoir vu dans mon enfance toute la côte marseillaise qui s'étend de la Joliette à l'Estac, former encore une délicieuse région naturelle, toute odorante de pins et de plantes aromatiques. C'est devenu aujourd'hui une sorte d'horrible banlieue à la fois industrielle et misérable. Il est à redouter que la plage du Prado prenne ce repoussant aspect. Dans les villes maritimes où la population est naturellement propre, et la municipalité soucieuse d'ordre et d'hygiène, comme à Amsterdam, à Hambourg ou à Anvers, le danger est moins grand et l'on peut faire des grandes modifications sans créer cette lèpre qui s'étend dans certains ports de la Méditerranée autour de tout nouvel ensemble de travaux. Dans l'état actuel de Marseille, il y a peu de paysages en France qui aient le caractère admirable de cette partie du Golfe. Qu'importe, diront les financiers. Mais ici, rien ne désigne ce lieu plutôt qu'un autre à la destruction, sinon, je pense, quelques intérêts privés qui ne paraissent en l'occurrence s'opposer aux intérêts de tous. Du Roucas blanc à la Pointe Rouge, la côte décrit un vaste demi-cercle qui tire sa plus grande beauté d'être protégé par une suite de collines d'une perfection absolue, un enchaînement de lignes à la fois sèches et molles, par certains jours à peine plus dense que l'air, et d'un azur tantôt compact et serré comme le lapis, tantôt transparent et délavé. Elles vont aboutir à l'île Mer, qui est lointaine, bleuâtre et striée comme les roches qui forment les fonds du Vinci. Derrière la plage, le parc Borelli dresse une villa de XVIIIe siècle comme un jardin à la française, un jardin anglais aux essences rares, collines, mers, arbres,
espace compose un ensemble d'une beauté incomparable. Que ce soit par les premiers soirs du printemps, quand les tamaris en fleurs et les oliviers de Bohême répandent leur arôme fade et doucement musqué, ou par les jours d'automne tout brûlants, de feuillage en feu, et où je me souviens de l'apparition merveilleuse que faisait un arbre au cent écus, pareil à une pyramide d'or vierge, on éprouve la même jouissance à se laisser pénétrer par les horizons et par l'air qu'ils apportent. À la place de ce paysage mélodieux, verra-t-on un chaos de hangars, de mâts, de TSF, de grues, de treuils, d'ateliers, de toutes sortes, quelque chose d'aussi encombré que le quartier de la Joliette, ou d'aussi disgracié que les environs du Cap Janet? C'est aux Marseillais qu'il appartient de se défendre et de militer en faveur du projet Marignane, le seul vraiment raisonnable. Marseille n'est pas une ville assez hygiénique pour qu'il lui soit permis d'abandonner, sans des raisons valables, un des rares coins où l'air soit encore pur et les promenades possibles. Mais sauront-ils s'entendre pour défendre leurs vrais intérêts? Tout le problème est là. Ceux qui aiment Marseille donneront volontiers l'alarme. L'article est de Edmond Jaloux.